Il faut que je vous avoue quelque chose et... c'est terrifiant. Je ne peux pas vous dire mon nom, mais ce que je peux vous dire, c'est que cela fait 2 ans que je travaille en tant que princesse à Disney World et que quelque chose d'horrible se passe dans le soi-disant endroit le plus heureux du monde. J'ai vu beaucoup de gens, et même certains de mes collègues avoir le courage de publier leur histoire. Et c'est ça qui m'a motivée à faire pareil. J'ai accepté ce travail parce que j'adore les enfants. Et les avantages ne sont pas mal non plus. Quand des enfants me voient en costume, leur visage s'illumine, et je dois avouer que ça me réchauffe le cœur. J'ai aussi eu la chance d'avoir été engagée en même temps que ma meilleure amie, qui elle joue la fée Clochette. Et c'est vrai que le salaire est très correct. Quand ils m'ont engagée, ils m'ont dit que la règle la plus importante que j'avais à respecter était de toujours rester dans mon personnage. Et que si je faisais ça, tout se passerait pour le mieux. Mais c'était un mensonge. Avant, je pensais que c'était le travail parfait et que j'allais y passer plusieurs années de ma vie. Je pensais que j'allais apporter de la joie aux enfants et améliorer leur vie même pour quelques minutes. Mais j'avais tort. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, c'est quand la direction m'a demandé de commencer à surveiller le public. Mon boss m'a demandé de signaler les enfants auxquels les parents n'avaient pas l'air de vraiment se soucier. Ou encore, ceux qui avaient l'air d'être perdus. Je dois avouer que j'étais intriguée. Mais j'avais fini par me convaincre que le parc voulait juste s'assurer que chaque enfant était en sécurité et qu'il s'amusait bien. Mais au bout de quelques temps, j'ai remarqué que dès que je signalais un enfant, la sécurité l'emmenait et qu'après, je n'en entendais plus du tout parler. J'ai alors commencé à me poser beaucoup de questions. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps pour me concentrer sur chaque enfant, et je ne peux pas non plus dire que je suis sûre que certains n'ont pas été rendus à leur famille. Mais plus d'une fois, j'ai vu des parents d'enfants que j'avais signalés à mon boss en train de les chercher frénétiquement. Et à chaque fois, je priais pour que tous ces enfants soient retrouvés sains et saufs. Quand les parents me le demandaient, je ne savais pas réellement quoi leur répondre. Et tout ce que je me contentais de faire, c'était de les accompagner vers le poste de sécurité où les vaillants protecteurs de notre royaume allaient pouvoir les aider. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que dès qu'un parent en détresse m'approchait, il y avait toujours un homme avec un chapeau fedora à proximité. Je n'arrivais jamais à voir correctement son visage, mais sa présence me mettait vraiment mal à l'aise. Au début, je pensais qu'il travaillait dans le parc, vu que je le voyais très souvent. Mais en y repensant, je savais très bien qu'il n'y avait aucun personnage qui ressemblait à ça. En plus, il était toujours seul, et il n'interagissait jamais avec le public ou les employés. Je voulais en savoir plus à propos de cet homme vu qu'il faisait tâche dans le parc, mais je n'arrivais jamais à m'approcher assez de lui pour lui parler. Et puis, tout s'est accéléré, ou plutôt empiré la semaine dernière. Mon amie, celle qui jouait la fée Clochette, a disparu. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, et la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était censée aller chez le médecin pour sa première échographie. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais que ça a à voir avec notre travail. Et j'ai un très mauvais pressentiment. Hier, ou plutôt le jour que je pensais être hier, je me suis réveillée comme d'habitude puis je suis partie au travail. Parfois, on travaille jusqu'à 14 heures d'affilée. Donc pendant ma pause, j'ai fait une sieste histoire de me donner un petit coup de boost pour tenir jusqu'au soir. Mais quand je me suis réveillée, j'avais l'impression que tout mon corps était endolori. Et la pièce dans laquelle je me trouvais m'était totalement inconnue. J'étais couchée sur une table. Et autour de moi, il y avait des enfants qui regardaient dans le vide comme s'ils ne me voyaient pas. J'ai essayé de leur parler, mais ils n'ont pas eu l'air de m'entendre, jusqu'à ce que je me mette à pleurer. À ce moment-là, la petite fille qui était la plus proche de ma tête s'est mise à me regarder de ses yeux vides, les sourcils froncés. Ne pleure pas, princesse, ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas durer longtemps? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ne t'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Ils doivent nous étudier. Pourquoi? Pour faire de meilleures versions de nous. Mais ma maman me manque. Alors qu'elle disait ça, une porte que je n'avais pas vue jusque-là et qui se mariait parfaitement au mur blanc s'est ouverte. 3 personnes en costume, celui des petits aliens dans Toy Story, ont commencé à avancer vers moi. Ils ont ignoré les enfants et à la place, ils se sont mis à faire des bruits de cliquetis rapides et glauques en me regardant. J'essayais de faire du mieux que je pouvais, mais dans la position dans laquelle j'étais, je ne voyais rien d'autre dans la pièce. Pas d'armes, ni aucun autre moyen de m'échapper. Et je n'avais qu'une idée en tête, m'approcher de la porte en espérant qu'elle s'ouvre automatiquement et que je puisse m'échapper de cet endroit horrible. Malheureusement pour moi, je n'ai pas réussi. Une des personnes en costume s'est approchée d'un petit garçon et a débité une série de cliquetis gutturaux et saccadés. Je n'arrivais pas à comprendre un mot, mais le petit garçon avait l'air de comprendre tout parfaitement bien.
Il s'est baissé sous la table et en a sorti une seringue que la personne en costume a attrapée. Malgré le fait que je n'arrêtais pas de me débattre, j'ai senti l'aiguille me transpercer une veine et j'ai regardé le liquide vert qu'il y avait dans la seringue être injecté dans mon corps. Je ne me souviens plus de rien après ça, à part de leur visage qui devenait de plus en plus flou. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit et j'ai eu l'impression d'être parfaitement reposée. Mais quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai réalisé que 2 jours s'étaient écoulés. Et si j'enregistre ce message, c'est qu'il fait noir dehors. Et qu'en regardant par la fenêtre, j'arrive à apercevoir l'homme au fedora. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, mais je vous demande une chose. Essayez de m'envoyer de l'aide. Ma famille et mes amis seraient dévastés si je disparaissais. Je vis à... Je ne sais plus exactement où je vis, mais... Je n'arrive plus à penser clairement, Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais... Mon estomac me fait très mal. Et j'ai l'impression que quelque chose est en train de bouger à l'intérieur. Alors s'il vous plaît, si vous tombez sur ce message, aidez-moi. Vous savez, pour moi Disney a toujours été l'un de mes endroits préférés sur Terre. Je ne sais pas pourquoi, mais l'ambiance qui règne est simplement magique. À chaque fois que j'y étais, que ce soit avec des amis ou de la famille, j'ai toujours eu l'impression que pendant ce laps de temps, tous les problèmes ou petits tracas de la vie de tous les jours disparaissaient complètement. Quand j'ai décidé de travailler à mi-temps à Disneyland Paris, tout le monde me disait que j'allais perdre mon enthousiasme pour le parc féerique quand j'allais découvrir l'envers du décor. Mais heureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. Pouvoir contribuer et faire en sorte que des milliers de gens par jour puissent ressentir le bonheur que je ressentais dans ce parc, ça n'avait pas de prix. Et c'est exactement ce que j'ai continué à faire pendant 3 ans, jusqu'à la fin de ma licence. Pour mes 2 années de master, j'ai pris la décision de partir un peu à l'aventure. Je voulais découvrir un nouveau pays, et en prime, améliorer mon anglais qui n'était déjà pas si mal. Je me suis alors arrêtée sur la Floride. Et bien sûr, le fait que Disney World se trouve là-bas a réellement influencé ma décision. Dès que j'ai été correctement installée, j'ai pris mes dispositions pour pouvoir passer l'entretien. J'imagine que le fait d'avoir déjà travaillé pour le parc en France a vraiment joué en ma faveur. Car un jour après avoir envoyé ma candidature, j'ai été appelée pour un entretien. L'entretien s'est très bien passé, et j'ai eu l'impression que ce n'était qu'une formalité. J'ai été reçue par Monsieur Summers, le directeur des ressources humaines. Il devait avoir la quarantaine. Il était petit et blond, et ses yeux verts perçants avaient l'air de pouvoir deviner mes plus profonds secrets. Il m'a posé des questions basiques et a fait quelques blagues. Ça m'a un peu aidé à me relaxer, car depuis le début, moi qui d'ordinaire n'ai pas du tout stressé par les entretiens, je tremblais comme une feuille. Environ 30 minutes plus tard, Monsieur Summers m'a dit qu'il y avait une dernière étape à passer avant de pouvoir officiellement être engagé. Je ne m'y attendais pas du tout, vu que je n'avais eu qu'une seule interview quand je travaillais pour Disneyland Paris. Mais bon, à ce moment-là, j'ai pensé que le système était sûrement différent outre-Atlantique. Il m'a fait signe de le suivre et il m'a emmené dans un petit bureau au bout d'un long couloir. En rentrant dedans, j'ai eu un sentiment de mal-être assez pesant. La pièce était petite et elle ressemblait exactement à une salle d'interrogatoire qu'on aurait pu voir dans une série policière. Au milieu de la pièce, il y avait une petite table simple, autour de laquelle se trouvaient 2 chaises parfaitement à l'opposé l'une de l'autre. Non loin de là, se trouvait un petit meuble pour ranger des dossiers. Et sur un des murs, il y avait un grand miroir. N'importe qui aurait deviné qu'il s'agissait d'une vitre sans teint. À ce moment-là, j'ai pensé que peut-être qu'il allait me poser des questions, et qu'il devait sûrement faire un interrogatoire plus poussé pour être sûr que je n'avais pas d'antécédents criminels. Il est rentré dans la pièce derrière moi et a fermé la porte. Il m'a fait m'asseoir, et il a avancé lentement vers le meuble avant d'en tirer un dossier sur lequel il y avait écrit « Formulaire d'embauche ». Je dois avouer que j'ai été soulagée en voyant ça. Je ne sais pas pourquoi j'étais aussi stressée et parano. Mais bon, c'est normal quand on se retrouve dans un nouvel environnement, non? Il a posé un premier document devant moi, avec un sourire qui se voulait chaleureux, mais qui m'a glacé le sang. Puis, il a dit « Avant de commencer, je vais vous faire signer un accord de non-divulgation. Ensuite, vous pourrez lire les clauses du contrat de travail, et si vous les acceptez toutes, on pourra passer à la signature définitive. En attendant, je vais nous faire quelque chose à boire. Vous voulez du thé ou du café ? » J'ai répondu brièvement que je voulais du thé, tout en signant le papier qu'il venait de me donner, puis je lui ai tendu. Le directeur a attrapé la feuille de papier, a déposé le dossier devant moi, et est sorti de la pièce en me lançant le même sourire qui m'avait déjà donné la chair de poule avant ça. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure,
et sa voix étouffée s'est élevée de derrière. Simple mesure de sécurité, ne vous inquiétez pas. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que les procédures d'ici devaient être différentes de celles de France. Mais j'étais pratiquement sûre que ce qui se passait ne serait considéré normal dans aucun pays. J'ai regardé autour de moi paniquée, et mes yeux se sont attardés sur la vitre sans teint. C'est vrai, il y avait sûrement quelqu'un en train de me regarder à ce moment même. Il fallait que je me calme. J'avais l'impression qu'agir normalement était le seul moyen de sortir de là rapidement. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le dossier. Bizarrement, il n'y avait que 2 feuilles à l'intérieur. Sur la première, il y avait écrit en gros « Règlement employé catégorie C ». J'ai rapidement parcouru les 2 feuilles des yeux et j'ai vu qu'il y avait 12 règles en tout. Je suis remontée vers le haut de la feuille et j'ai commencé à lire. Dès la première règle, j'ai tout fait pour ne pas montrer la terreur qui m'avait envahi et qui confirmait le mauvais pressentiment que j'avais depuis le début. La liste commençait comme ceci. En tant qu'employé Disney, votre priorité absolue est le confort et la sécurité de nos invités. Pour cette raison, vous, tout comme les autres employés de Disney World, devez suivre les règles suivantes. Si ces règles ne sont pas respectées à la lettre, des mesures disciplinaires seront prises. Règle numéro 1. Si un enfant disparaît soudainement à la sortie de l'attraction It's a Small World, veuillez vérifier en priorité le hangar souterrain numéro 4 dans un délai maximum de 15 minutes. Si la porte refuse de s'ouvrir, appelez immédiatement la sécurité et rassurez la famille. Leur enfant leur sera rendu dans un délai maximum de 2 heures. Si les parents signalent un comportement inhabituel de l'enfant, dirigez-les vers la salle de confinement numéro 2. Règle numéro 2. Lorsque les mascottes Disney se promènent dans le parc, et si vous êtes celui ou celle en charge de les accompagner, dès qu'un de nos invités prend une photo d'une des mascottes depuis son téléphone ou son appareil, demandez à examiner les dites photos. Soyez gentil et amical. Recherchez des anomalies. Si vous en trouvez, appelez le service de sécurité. Afin de faire patienter nos invités, vous pouvez les distraire en leur proposant des friandises et autres snacks du stand de vente le plus proche. Règle numéro 3. Il est possible que dans la tour de la terreur, une personne se plaigne d'avoir vu quelque chose d'étrange pendant les moments d'alternance entre le noir et la lumière. Il est souvent rapporté qu'il est question de personnes se tenant debout près des murs de la cabine, sans qu'elles ne bougent d'un millimètre, tout en fixant la personne concernée. Ne la faites pas paniquer, et dites-lui que c'est certainement une petite hallucination suite à une trop grande montée d'adrénaline. En revanche, veillez à fermer l'attraction durant au moins 2 heures, le temps que ces choses s'en aillent. Règle numéro 4. Chaque 7e photo prise sur l'attraction Pirates des Caraïbes doit être supprimée. Si vous êtes interrogé, expliquez qu'il s'agit d'une erreur technique et proposez des fast-pass illimités gratuitement. Règle numéro 5. Certains se plaindront de la censure trop limitée dans l'attraction Pirates des Caraïbes, en citant un personnage habillé en pirate tenant une tête humaine pleine de sang à la main. Si tel est le cas, faites mine que leur message a bien été passé à la direction et qu'on en prendra compte. Par chance, ce pirate ne se montre pas très souvent. Règle numéro 6. Les rumeurs parlant de requins et autres alligators dans le lagon sont bien évidemment fausses. Cependant, toute baignade est interdite, sauf dans les piscines Disney se trouvant à l'intérieur du parc. Règle numéro 7. Il est vrai qu'il est commun de trouver des alligators morts autour du lagon. Si tel est le cas, évacuez simplement la zone. Appelez la sécurité. Puis faites un rapport grâce au formulaire prévu à cet effet et notez exactement combien de parties de l'alligator ont été dévorées. Règle numéro 8. Seulement un seul Mickey peut faire une séance d'autographe à la fois. Si vous trouvez un deuxième Mickey en train de se faire dédicacer, vérifiez à travers ses yeux, pour voir si vous voyez quelque chose à l'intérieur du costume. Si vous avez l'impression de ne rien voir, laissez la session d'autographe se poursuivre, mais n'autorisez pas les photos. Appelez la sécurité immédiatement après la fin de la session. Règle numéro 9. Si vous remarquez un deuxième Mickey se promenant librement dans le parc, attirez-le vers les tunnels. Partez immédiatement après, et ne vous retournez surtout pas. Règle numéro 10. Il est très important de se rappeler que le son de la musique de fond jouée à travers le parc ne doit en aucun cas dépasser un certain niveau pour ne pas déranger nos invités ou nos mascottes. Si vous remarquez que le son est trop fort et que vous accompagnez à ce moment-là une mascotte, amenez-la le plus rapidement possible vers les tunnels, sans la laisser toucher qui que ce soit. Surtout pas les enfants. Règle numéro 11. L'équipe de sécurité de Disney World ne porte pas de vêtements spécifiques qui permettent de les identifier. Si vous voyez quelqu'un avec un t-shirt portant l'inscription Sécurité Disney, fermez immédiatement cette section du parc. Règle numéro 12. Pour finir, il est impératif que lorsque vous passez dans les tunnels souterrains et que vous arrivez devant la porte jaune qui porte l'écriteau « Entrée interdite même aux employés », vous ne vous attardez pas, peu importe les sons qui en proviennent. Si la porte est entrouverte,
Rejoignez la surface le plus rapidement possible et ne vous retournez pas, même si vous entendez votre nom. Le respect de ces règles aidera à s'assurer que tous nos invités puissent passer un voyage sûr et agréable dans notre parc qui est reconnu comme étant le lieu le plus heureux de la planète. Alors respectez-les, tout en faisant attention à vous, les ressources humaines. J'ai relevé la tête lentement et j'ai dégluti avec difficulté. Soit on me faisait une mauvaise blague, soit il fallait à tout prix que je sorte d'ici au plus vite. Avant même de pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire, j'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai vu le directeur RH rentrer dans la pièce de tasse à la main. Alors, Amandine, hâte de rejoindre notre équipe? J'ai souri nerveusement et acquiescé de la tête. Tout ce qui s'est passé ensuite est assez flou. Je me souviens qu'après avoir signé le contrat, ils m'ont emmené dans un autre bureau où j'ai été prise en photo. 2 autres employés ont mesuré les différentes parties de mon corps pour soi-disant pouvoir me donner un uniforme sur mesure. Mais quelques minutes après, ils m'ont donné mon badge et l'uniforme. Je suis rentrée chez moi un peu plus tard. Vers 18h30, je me suis endormie directement. Je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars et j'ai fini par me réveiller en sueur dans mon lit. Je n'ai pas réussi à m'endormir. Et au moment où j'enregistre ceci, il est minuit 12. Je me pose plein de questions et la curiosité commence à prendre le pas sur la peur. Je crois que finalement, je ne vais pas les appeler pour leur dire que je ne viendrai pas demain. Je crois que je vais accepter et découvrir ce que nous cache Disney. Je vais attendre quelques semaines pour ne pas attirer l'attention et j'essaierai de vous tenir au courant. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi, c'est qu'ils ont découvert ce que je cherchais à faire. Souhaitez-moi bon courage. Le 4 juin 1983, mon lycée était un des nombreux lycées qui ont emmené leurs élèves à Disneyland Californie pour la remise des diplômes. Si vous n'êtes jamais allé à Disneyland Californie lors de cet événement, vous ne devez pas savoir à quel point on s'amuse là-bas. Le parc reste ouvert jusqu'à très tard le soir. Les employés se permettent de faire quelques blagues salaces, et si on s'y prend bien, on peut même réussir à faire entrer de l'alcool et d'autres trucs pour rendre la soirée encore plus agréable. Emmener un groupe de lycéens à Disneyland, c'est déjà quelque chose. Mais les emmener alors que l'atmosphère est à la fête, ça peut prendre des tournures assez folles. Karen, Mike et moi, on habitait dans une petite ville à côté. On adorait Disneyland, et même si on n'y allait pas souvent, vivre juste à côté du parc nous donnait l'occasion d'y aller plus souvent que certains. En plus de ça, on n'y était pas allé depuis que le nouveau Fantasyland avait ouvert un peu plus tôt cette année-là, passant d'une ambiance médiévale à une ambiance de conte de fées. On avait vraiment hâte. Contrairement à la majorité des gens qui étaient là, on voulait s'amuser calmement, faire un maximum d'attractions et juste prendre du bon temps. Mais disons que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Pour être honnête, jusqu'à maintenant, je ne me rappelle pas de qui a eu l'idée de faire ce que l'on a fait ce soir-là, mais je sais qu'on avait tous pensé que c'était une excellente idée. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'on était dans le parc, et on avait déjà fait beaucoup d'attractions. Alors qu'on était assis sur un banc, à Frontierland, et qu'on mangeait des churros, l'idée a fait son apparition. De là où on était assis, on arrivait à voir le dôme de la maison hantée. Le soleil venait de se coucher, et le ciel était strié de couleurs rouges et violettes qui semblaient concentrées derrière le dôme. J'ai parlé du fait que ça rendait l'attraction encore plus effrayante, et on a commencé à en parler. On adorait tous la maison hantée, et vu qu'on était des ados débiles, on a décidé d'y aller pour essayer d'y passer toute la nuit. On rigolait alors qu'on se mettait à faire la queue devant les colonnes en briques, mais à vrai dire, je me sentais assez nerveuse. S'il y a un truc que je dois préciser, c'est qu'à cette époque-là, la sécurité dans les parcs Disney était beaucoup plus laxiste que maintenant. Alors pour nous, ça ne semblait pas insurmontable d'essayer de mettre notre plan à exécution. Et puis après tout, lors de la soirée spéciale de la remise des diplômes, beaucoup d'élèves s'attiraient des problèmes. Et les chances que l'on soit banni des parcs Disney pour de bon n'étaient pas très élevées. Mais même avec ça, j'avais peur. Je suis sûre que vous connaissez ce sentiment. Celui qu'on ressent quand on va prendre une attraction qui fait peur pour la première fois. On est excité mais hésitant. Avec Karen et Mike, on avait tout calculé. À l'entrée de la maison hantée, on vous escorte jusqu'à une pièce qui a ensuite l'air de se transformer et de s'étirer devant vous. Mais en fait, c'est juste un ascenseur qui emmène les gens jusqu'au sous-sol. Alors que tout le monde se précipitait hors de la pièce, et jusqu'au hall des portraits vivants, on a traîné le maximum possible, et on a réussi à être les derniers de la file. On s'est installé normalement dans la nacelle, et on a rigolé pendant toute l'attraction. Ensuite, on est descendu de la nacelle, et on a avancé vers l'escalator qui emmenait de la fin de l'attraction au parc. Si vous n'êtes jamais allé à Disneyland Californie, l'escalator est collé au mur de droite, mais sur la gauche, il y a une espèce de petite crypte où un minuscule fantôme de femme mariée est debout sur une étagère en bois. Et la mariée n'arrête pas de dire « Revenez vite,
On meurt d'envie de vous recevoir. C'était le moment de lancer notre plan. Mike était grand, et il avait de grandes épaules carrées car il jouait au football américain. Alors, il s'est mis devant nous pour que le staff ne nous voie pas. Karen et moi, on en a profité pour se cacher dans l'espace en dessous de l'escalator poussiéreux. Puis, il nous a rejoints. Ça nous a fait rire, et on s'est félicités les uns les autres. On a dû rester là pendant une bonne heure à rigoler comme des abrutis, à chaque fois que l'on entendait des voix passer au-dessus de nous. Karen a fini par sortir des bonbons qu'elle avait dans son sac, et on est simplement resté là à les manger, et à se parler doucement. C'était comme être dans un club secret, et c'était sympa d'avoir fait quelque chose d'interdit ensemble. Même si le loop du fantôme de la mariée qui n'arrêtait pas de répéter la même chose commençait sérieusement à devenir agaçant. À vrai dire, même le fait d'être sous l'escalator commençait à ne plus être drôle. C'est vrai qu'on avait réussi notre petit coup, mais qu'est-ce qu'on allait faire après ça? C'est à ce moment-là que Karen nous a fait remarquer que ça faisait un moment que tout était bizarrement silencieux. À part les sons d'ambiance et les enregistrements en boucle, on n'entendait plus personne sortir des nacelles. Mike a dit que l'attraction devait sûrement être fermée, mais ça n'avait pas de sens vu que le parc fermait presque au petit matin. Comme on ne voulait pas avoir de problème, je me suis portée volontaire pour aller voir ce qui se passait. Une fois sortie de ma cachette, j'ai constaté qu'il n'y avait plus personne, même pas les membres du staff qui aidaient les gens à sortir des nacelles. J'ai appelé Mike et Karen, et on a tous les trois avancé dans cette direction. Toutes les nacelles qui arrivaient étaient vides. Ça devenait de plus en plus bizarre, et j'ai commencé à ressentir un malaise. J'allais suggérer qu'on se dépêche de sortir, quand Mike a dit qu'il s'était toujours demandé où allaient les nacelles après avoir déposé les gens. C'est vrai qu'en sortant, on les voyait tourner dans un coin sombre et disparaître. Et Mike avait l'air extrêmement curieux. J'aurais dû dire non à ce moment-là. J'aurais dû insister sur le fait que ça ne servait à rien, et que l'on risquait d'avoir de sérieux problèmes en allant là-bas. Et que de toute façon, c'était sûrement un couloir vu que les nacelles repartaient chercher d'autres personnes directement. Mais c'était pas ce que j'ai fait. Car comme je l'ai dit avant, j'étais jeune et stupide. Alors, on a sauté dans la première nacelle qui arrivait vers nous, et on a attendu qu'elle tourne. On était vraiment en territoire inconnu. Et même si ce qu'on allait trouver allait sûrement être barbant, on se disait qu'au pire, on aurait juste droit à un autre tour de manège. Si seulement j'avais su. Il ne se passe pas un jour où je ne regrette pas de ne pas avoir fait demi-tour. On est arrivé dans un endroit étrange. Comme prévu, c'était une sorte de couloir. On n'était pas totalement dans le noir. C'était vraiment glauque. Il y avait des petites lumières tout le long des rails, mais elles étaient très espacées. Le mur était peint en noir, et le couloir semblait si étroit que je me suis sentie enfermée. C'était aussi extrêmement silencieux. On n'entendait rien à part le bruit des rails qui faisaient bouger les nacelles. J'étais stressée, mais Mike et Karen avaient l'air encore plus stressés que moi. Je pense qu'on réalisait enfin à quel point on allait avoir des problèmes. 1 minute environ s'est écoulée, alors qu'on continuait à avancer dans la pénombre. Et soudainement, tout s'est arrêté. Et j'ai failli avoir une crise cardiaque quand une voix s'est élevée au-dessus de nos têtes. J'ai rigolé quand je me suis rendu compte que c'était l'habituel enregistrement que l'on entendait, quand il y avait une petite interruption dans le manège. Les esprits frappeurs ont interrompu notre visite. Merci de rester assis dans vos sièges. Nous continuerons dans un instant. Mike et Karen ont rigolé à leur tour. Et on a tous commencé à se taquiner sur la façon dont on avait sursauté. On a attendu que la nacelle avance de nouveau, et toutes les 30 secondes, le même message se faisait entendre. Je crois que ça a duré environ 10 ou 15 minutes. Et malgré ça, personne n'est venu nous chercher. Le stress a refait son apparition. Et le silence entre chaque annoncement était presque insoutenable. Et finalement, Karen s'est penchée pour regarder autour de nous. Et elle a remarqué qu'il y avait une porte. Juste devant. Après la nacelle qu'il y avait avant nous. On en avait marre d'être assis là où on était. Et on était prêt à aller n'importe où pour sortir de là. Alors après une courte discussion, on est descendu de la nacelle. Et on s'est collé contre le mur pour passer devant la première nacelle. Mike a eu un peu de mal car il était trop massif. Une fois qu'on était tous devant la porte, je l'ai poussée. Et j'ai remarqué qu'elle était déverrouillée. J'ai vu qu'elle menait à un escalier en métal qui descendait tellement profond qu'on n'en voyait pas la fin. Alors qu'on descendait, je cherchais déjà dans ma tête les excuses qu'on allait pouvoir sortir si on se faisait attraper à descendre dans les sous-sols de maintenance de Disney. J'avais entendu dire que des couloirs s'étendaient sous tout le parc comme une immense toile d'araignée. Et pour être honnête, à ce moment-là, j'espérais que quelqu'un allait nous attraper. Une fois arrivé en bas de l'escalier, il y avait une autre porte fermée, sur laquelle on pouvait lire « Réservé aux employés ». On a poussé la porte, et on a été surpris de découvrir qu'elle donnait sur un couloir complètement décoré avec un thème. Même en coulisses, Disney semblait prêter beaucoup d'attention aux détails. Il y avait même les mêmes boiseries que j'avais vues en rentrant dans la maison hantée. Il y avait de fausses bougies accrochées au mur, et aussi des fausses toiles d'araignée. Plusieurs portes en bois longeaient le mur.
Et sur chacune d'entre elles, il y avait écrit « pièces d'accessoires » avec un numéro correspondant. Alors qu'on avançait dans le couloir, on a essayé d'ouvrir chaque porte, mais elles étaient toutes fermées. La première porte, la salle d'accessoires numéro 1, bougeait un petit peu, mais on n'a pas pu l'ouvrir. Pareil pour les salles 2 et 3. Mike a voulu détendre l'atmosphère, et il a dit qu'il se demandait si on allait retrouver la tête congelée de Walt Disney derrière l'une des portes. Il a tenté de rire à sa propre blague, mais on entendait bien que c'était un rire nerveux. J'avais un sentiment de danger imminent à chaque fois que l'on tentait d'ouvrir une porte. C'est assez difficile à décrire. Une fois devant la porte numéro 4, j'ai collé mon oreille dessus, et j'ai cru entendre de l'eau qui coulait, ou comme un léger son d'interférence. Une fois devant la porte numéro 5, j'ai remarqué que les fausses bougies qui étaient à côté clignotaient bizarrement, comme si elles étaient défectueuses. La porte numéro 6 était sur la gauche, et juste à côté d'une porte qui ne portait aucune inscription, et qui marquait également la fin du couloir. La porte numéro 6 était elle aussi fermée, mais la porte sans numéro s'est ouverte. C'est toujours difficile pour moi de décrire ce que j'ai vu là-dedans sans trembler. Quand j'essaie, j'ai l'impression que la description semble trop normale. La pièce n'était pas très grande. Elle faisait la taille d'un grand abri de jardin. Contrairement au hall, la peinture de la pièce était noire, et elle était éclairée par une simple ampoule qui semblait affaiblie par le temps. Contre les murs, il y avait des placards en métal, et dans le coin, il y avait un espèce de grand gadget archaïque qui ressemblait fortement aux ordinateurs des années 60. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la silhouette souriante près du mur, tout au fond de la pièce. On aurait dit un animatronique sans vie et immobile, qui était posé sur son socle. Ce qu'on avait découvert nous fascinait, et sans réfléchir, on s'est tous approchés de la silhouette. Ça se voyait que c'était censé être l'un des fantômes du manège. C'était un spectre avec un chapeau haute forme, et un visage qui ressemblait à celui d'un squelette. Il avait des yeux globuleux presque cartoonesques, ainsi qu'un sourire étrange. Une de ses dents était dorée, il était debout les jambes pliées, et une de ses mains tenait une canne. Dans l'autre main, il tenait une boîte à chapeau. Aucun de nous n'avait jamais vu ce personnage dans le manège auparavant, même si Karen a dit qu'il ressemblait vachement au fantôme maigre qui faisait semblant de faire du stop à la fin du manège. Je venais tout juste de tourner le dos à l'animatronique pour regarder les placards en métal, quand j'ai entendu un son très fort à l'extérieur de la pièce. On aurait dit le bruit que faisait une moto en passant. Puis, ça a été suivi par un énorme boom qui a fait trembler le sol. La porte de la pièce s'est violemment fermée, et l'ampoule a clignoté avant de s'éteindre complètement et nous laisser dans le noir total. J'ai entendu Mike expier un souffle de frayeur, et Karen s'est mise à crier. Je n'ai même pas réussi à faire de même. J'ai simplement essayé d'avancer vers eux dans le noir. Mais là, j'ai entendu un autre son. Et tout à coup, une lumière est apparue. C'était une lumière verte qui se trouvait au-dessus de l'animatronique fantôme. Pendant une seconde, on a vu son sourire terrifiant. Puis la lumière a disparu. Et une autre s'est allumée juste au-dessus de la boîte à chapeau. On arrivait à voir à l'intérieur de la boîte à chapeau maintenant. Et dedans, il y avait la tête du fantôme toujours avec un sourire dérangeant. Les lumières ont continué de switcher de la boîte à sa tête encore et encore. Et ça donnait l'impression que la tête du fantôme disparaissait de ses épaules pour apparaître dans la boîte à chapeau. L'effet n'était pas très convaincant, mais vu la situation dans laquelle on était, ça me terrifiait. Je me suis retournée, et j'ai commencé à avancer dans la pièce, prête à sortir de là. Il fallait que je trouve la porte. Je comptais sur le jeu de lumière pour me permettre de trouver la poignée, mais elles se sont éteintes à leur tour. Et ensuite, j'ai entendu les pas de Karen et Mike derrière moi. Après ça, il y a eu un gros craquement, suivi du son de quelque chose de lourd tombant au sol. Au même moment, j'ai trouvé la porte. J'ai essayé de la pousser, mais elle ne bougeait pas d'un centimètre. Et là, quelqu'un m'a bousculé dans le dos et m'a fait me cogner violemment contre la porte. J'étais secouée, mais je n'étais pas blessée. Et un autre cri de Karen m'a donné encore plus d'adrénaline. J'ai donné un coup d'épaule dans la porte et elle s'est enfin ouverte. J'ai couru dans le couloir sans même regarder derrière moi. J'ai couru aussi vite que possible pour revenir à l'endroit où on était. J'étais à bout de souffle. Je n'avais jamais été sportive, mais la panique me permettait de continuer à avancer. Je continuais à entendre les pas de Mike et de Karen, mais aussi leurs cris de terreur. Mais ce qui me terrifiait, c'était les frappements rapides qui provenaient des portes tout autour de moi. J'ai remonté les escaliers et je suis enfin arrivée dans le couloir où il y avait les nacelles. Elles avaient recommencé à bouger. Mais vu que je ne voyais pas grand-chose, je savais que c'était trop risqué de sauter dans l'une d'entre elles. Et pendant un instant, je me suis arrêtée, en me demandant comment j'allais faire. J'ai finalement regardé derrière moi, puis en bas de l'escalier duquel je sortais. Je pensais que Mike et Karen étaient juste derrière, mais il n'y avait personne. J'ai crié leur nom, mais la seule chose que j'ai entendue, c'est ma voix qui faisait écho. J'ai attendu quelques secondes,
Puis j'ai entendu quelque chose taper tout doucement. Je ne savais pas si c'était vraiment des pas. Tout ce que je savais, c'est que ça montait. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ce n'était ni Karen ni Mike. Et là, j'ai vu une ombre apparaître sur le mur. Je n'ai pas voulu en voir plus. J'ai fermé la porte et sans me soucier du danger, j'ai sauté dans la nacelle la plus proche. Je suis restée assise dedans jusqu'à l'endroit où les gens montaient normalement dans le manège. Toutes les lumières, les musiques et les effets sonores étaient toujours allumés. Mais pourtant il n'y avait toujours personne. J'ai crié à l'aide, mais je n'ai eu aucune réponse. Je suis sortie de la nacelle et je suis arrivée dans le hall des portraits vivants. Devant moi se trouvait la porte de l'ascenseur qui ramenait au sous-sol. Mais là, je me suis rappelé de la sortie de secours. Celle qu'empruntaient les gens qui n'avaient pas le courage de faire l'attraction. Sur la porte, le mot sortie était écrit en gros. La porte était entourée de 2 fenêtres qui étaient décorées de telle sorte à ce que l'on croit qu'à l'extérieur c'était une nuit orageuse. Sans hésiter, j'ai poussé la porte. Derrière, il y avait un autre couloir et des lumières l'illuminaient de façon périodique pour simuler des éclairs. Ça m'a complètement désorientée. J'ai tourné à gauche et j'ai vu que le sol commençait à devenir pentu. J'avais un mauvais pressentiment et ça me mettait une boule dans la gorge en plus du point de côté qui m'avait fait arrêter de courir. Et là, alors que je tournais pour aller sur ma droite, je suis tombée nez à nez avec le fantôme au chapeau haute forme. Il se tenait pile entre moi et la porte qui me permettait de sortir de l'attraction. J'ai reculé instinctivement, mais l'animatronique n'a pas bougé. Le jeu de lumière qui faisait croire que sa tête se trouvait dans la boîte a recommencé. Et même s'il ne bougeait pas, j'avais l'impression que son sourire devenait de plus en plus menaçant. Comment est-ce qu'il avait pu passer de la pièce dans laquelle j'étais tout à l'heure à ici? Et surtout, aussi rapidement. Je me suis demandé si l'animatronique que j'avais vu en bas était le même que celui que j'avais devant moi. Mais peut-être que c'était Mike et Karen qui essayaient de me faire une mauvaise blague et qui avaient traîné le fantôme jusque-là. Dans tous les cas, j'étais pétrifiée et j'essayais de trouver une solution, car je ne voulais pas m'approcher de cette chose. Et en même temps, je ne voulais pas faire demi-tour. Je ne le voulais pas, car j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de bien plus sinistre derrière moi. Et nerveusement, j'ai de nouveau crié le nom de mes amis, mais encore une fois il n'y a pas eu de réponse. Mais quelques secondes après, j'ai entendu comme un grognement. Ça aurait pu être un grognement humain, ou quelque chose de mécanique. Mais j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose. Ça ne ressemblait pas aux effets sonores de l'attraction. Et ça venait d'un endroit à proximité du fantôme au chapeau. Et comme si c'était un signal, j'ai réalisé que mes yeux s'étaient ajustés à la pénombre. Car au moment où j'ai regardé vers la boîte au chapeau, j'ai vu ce qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait bien une tête dedans, mais ce n'était pas celle du fantôme. Je sais ce que vous pensez, mais non. Ce n'était pas non plus la tête de Mike ou de Karen, mais c'était quand même terrifiant. Et ça m'a donné la chair de poule. C'était la tête d'un homme qui me regardait avec des yeux suppliants et une expression de terreur sur le visage. Et là, j'ai eu comme une espèce d'hallucination. J'ai vu des mains osseuses, des tombes, et les murs de la pièce qui se rapprochaient de plus en plus de moi. Mais aussi des corps qui avaient l'air de tomber du plafond. Je ne peux pas en parler plus, car ce moment, j'essaie toujours de me le sortir de la tête. Tout ce que je me souviens de ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis retrouvée à l'extérieur, devant la maison hantée, à 4 pattes en train de vomir sur le sol. Pas loin de moi, il y avait des personnes qui étaient debout. La plupart d'entre elles ne faisaient pas attention à moi. J'entendais beaucoup de murmures, mais aussi des sanglots. Il y avait des lumières rouges et bleues qui provenaient des voitures de police qui étaient garées pas loin. À cette époque-là, je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Je suis restée assise sur le sol à pleurer, jusqu'à ce qu'un employé me remarque et me conduise jusqu'à l'infirmerie. Karen était déjà là quand je suis arrivée, et elle m'a sauté dans les bras, et m'a serré fort quand elle m'a vue. J'avais l'impression qu'aucune de nous n'était cohérente, mais on était tellement secoués par ce que l'on venait de vivre qu'on ne s'est même pas posé beaucoup de questions. Je me rappellerai toujours de l'expression sur son visage. Elle avait l'air exténuée. J'avais l'impression que ses yeux allaient lui sortir de ses orbites, et sa peau était devenue pâle. Elle était incapable de dire quelque chose sans sangloter. Mike, quant à lui, n'est jamais revenu. Jusqu'à maintenant, cette nuit a continué à me hanter. Mais ça a permis une chose, c'est que je pense que j'ai réussi à résoudre le puzzle. Je pense savoir ce qui s'est passé exactement. Premièrement, Karen et moi avons appris que la police était là non pas pour nous, mais pour quelque chose d'aussi perturbant. D'après les rapports qu'il y a eu depuis, il se trouve qu'un garçon de 18 ans qui venait du Nouveau-Mexique était mort pendant que l'on était à l'intérieur de la maison hantée. Lui et un de ses amis avaient eu comme nous la mauvaise idée de s'infiltrer dans les coulisses de l'attraction de l'île de Tom Sawyer. Ils avaient volé un canot gonflable pour faire un tour sur le lac de Disney. Apparemment, ils étaient assez alcoolisés, et lui et son ami se sont cognés contre un des rochers, ce qui les a expulsés du bateau. Son ami a essayé de l'aider à nager, mais il s'est noyé, et son corps a été découvert 1 heure après ça.
C'était certainement pour ça qu'il n'y avait personne dans l'attraction pendant qu'on y était. Vu que toute cette histoire était devenue une obsession pour moi, j'ai réussi à trouver des employés qui travaillaient cette nuit-là. Et même s'ils avaient eu pour ordre de rester à leur poste quand tout ça est arrivé, plusieurs d'entre eux ont admis être partis pour regarder l'horrible spectacle. C'était comme si tout avait été réuni pour nous punir de notre curiosité. Comme si la disparition de Mac n'était pas suffisante. Et la disparition de Mac est quelque chose que Karen et moi n'arrivons pas à oublier. Et ça fait des années que l'on essaie de savoir ce qui lui est arrivé. Ses parents n'ont plus jamais entendu parler de lui. Et ils ont signalé sa disparition à la police. Nous, on n'avait pas envie de dire la vérité. Qui nous aurait cru? On a quand même essayé de diriger l'enquête vers la maison hantée, en disant que c'était le dernier endroit où on l'avait vu. Mais ça n'a servi à rien. Et même si le parc Disney était le dernier endroit dans lequel il avait été, Disney n'a eu aucun problème. Karen et moi, nous avons fini par nous perdre de vue. Certainement parce qu'on se sentait toutes les deux coupables de ce qui s'était passé. Elle ne m'a jamais raconté ce qui lui était arrivé quand on a été séparés, soit parce qu'elle ne voulait pas que je me sente coupable de l'avoir abandonnée, et ça, c'était déjà le cas, ou soit parce que, comme moi, elle ne se rappelle pas de grand-chose. Mais revenons à ce que j'ai découvert grâce à Internet. En tapant sa description, j'ai directement trouvé le fantôme au chapeau haute forme, le Hatbox Ghost, comme il l'appelait. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur une multitude de photos de l'animatronique en question. Il semblerait qu'il faisait partie de l'attraction quand elle a ouvert en 1969. Et on pouvait le voir dans la majorité des pubs destinées à promouvoir l'attraction. Au début, il se trouvait dans la scène du grenier, juste en face du fantôme de la mariée qui avait le cœur qui battait. Mais il a été rapidement retiré une semaine plus tard, car d'après les rapports officiels, l'effet spécial qui donnait l'impression que sa tête apparaissait dans la boîte n'avait jamais correctement fonctionné. Récemment, le Hatbox Ghost avait gagné en popularité. Et avait même un groupe de fans qui souhaitaient le voir réinstallé dans l'attraction. Et je pense que la raison pour laquelle il était à l'endroit où on l'avait vu, au sous-sol, c'était peut-être que Disney pensait à le remettre. J'ai fait d'autres recherches sur les coulisses des attractions Disney, mais je n'ai pas pu trouver plus d'informations. Disney semble très accroché à ses secrets. Alors à vous qui écoutez cela, j'aimerais vous mettre en garde. Les choses qui sont cachées le sont souvent pour une bonne raison. Et je peux vous assurer que Disney a assez d'argent et de pouvoir pour cacher la disparition de gens trop curieux, comme Mike, Karen et moi. Alors pensez-y à deux fois avant de faire la même connerie que mes amis et moi. Car malheureusement, ce ne sera pas forcément la sécurité qui vous trouvera. Est-ce que vous êtes déjà imaginé à quel point les mascottes de Disney World devaient avoir chaud dans leurs costumes? Ou comment ils arrivent à danser et bouger énergiquement sans jamais paraître fatigués? Je n'y avais jamais vraiment prêté attention non plus. J'ai toujours voulu croire que c'était la magie de Disney qui permettait à ces pauvres gens de rester dans ces costumes brûlants. Mais après ce que j'ai vu, j'ai une toute autre idée de ce qui se passe à Disney. Ce qui m'est arrivé s'est déroulé pendant l'été 2006. J'avais 14 ans à l'époque. J'ai pris des vacances bien méritées avec ma famille en Floride. On voulait passer des vacances magiques dans le lieu que je considérais le plus heureux du monde. Je suis donc partie avec ma mère, ma sœur et mon oncle Rick. Mon oncle Rick vivait en Floride, alors ce n'était pas rare qu'il nous accompagne lors de nos voyages à Disney. Nous y allions souvent car ça ne se trouvait qu'à quelques heures de route de chez nous. Moi et ma sœur, nous étions toutes les deux de grandes fans de Disney. Et quand je dis grandes fans, je veux dire que nous ne pensions qu'à ça. Il y avait des souvenirs Disney partout dans la maison et on regardait des films Disney jour et nuit. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle cette histoire est si pénible à raconter. Mon oncle Rick, lui, n'était pas un grand amateur de Disney. En fait, pour lui, c'était tout le contraire. C'était un homme très religieux, toujours en train de raconter ses histoires du bon vieux temps où il enseignait dans une école de catéchisme. Oncle Rick était plus âgé que ma mère. Ils avaient environ 12 ans de différence. Je n'ai jamais été une enfant religieuse. Et je ne le suis toujours pas maintenant. Mais cela n'a jamais affecté ma relation avec mon oncle Rick. C'était un homme grand. Il était toujours heureux et drôle. Vous savez le genre de personne qui vous donne toujours le sourire quand vous repensez à eux. Je n'aurais pas pu demander un meilleur homme pour être le frère de ma mère. Pourtant, il avait toujours eu plein de raisons de se plaindre de Disney. Ce qu'il n'aimait pas, c'est la joie de vie anormale des gens là-bas. La foule constante, les bruits forts, et même les manèges. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aimait même pas Pirates des Caraïbes. Mais ce qu'il détestait le plus, c'était la façon dont les gens dans ces costumes de mascotte devaient rester là pendant des heures prolongées sous la chaleur brûlante. Et tout ça, juste pour que les gens puissent avoir une photo avec eux. J'ai essayé de lui expliquer que c'était leur travail et qu'ils ne couraient aucun danger, mais il trouvait toujours un moyen de contrer mes arguments. Pour lui, il n'y avait qu'une seule chose de bon à Disney. C'était les hamburgers. Il n'a jamais semblé vraiment heureux ni malheureux quand il était là-bas. C'était évident que la seule raison pour laquelle il était là, c'était qu'il voulait passer du temps avec nous. Ce voyage-ci, c'était différent. Tout allait bien jusqu'à notre arrivée devant les grandes portes de l'entrée.
J'ai remarqué qu'il avait l'air inquiet alors que nous passions en dessous. Et puis, il est devenu silencieux pendant un long moment. Quand il a repris la parole, au lieu de parler de ses histoires habituelles, il a commencé à parler d'un sujet beaucoup plus sombre. L'enfer. Ma mère lui a rapidement fait couper court à son monologue. Je n'avais jamais entendu mon oncle Rick parler comme ça. D'habitude, il était toujours très joyeux. Je pouvais dire sur le ton de sa voix qu'il était véritablement inquiet. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi soudain. Je n'arrivais pas non plus à sortir de ma tête la dernière phrase qu'il avait dite. Je ne veux pas que tu éprouves une telle souffrance. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là. Il semblait très différent. Il était triste. Pas frustré ni agacé, juste triste. Je n'arrêtais pas de le regarder, mais il m'a ignoré. On est resté à Adventureland pour faire toutes les attractions. Oncle Rick avait l'habitude de les faire avec nous, même s'il ne les apprécie pas vraiment. Mais cette fois-ci, il a refusé d'y aller et il s'est simplement assis près de la sortie pour nous attendre. On allait ensuite aller au manoir hanté, mais j'ai décidé que j'allais rester assise avec l'oncle Rick. Je me suis mise à côté de lui et nous sommes restés là tranquillement pendant environ une demi-heure. Au début, il était silencieux. Puis d'un coup, il a murmuré quelque chose. « Quoi ?» ai-je dit en essayant de me concentrer sur lui. On m'a dit que quelque chose de grave allait se passer aujourd'hui. Je pouvais à peine entendre sa voix calme à cause de tout le boucan autour de nous. « Quoi ? Mais qui voudrait faire ça ?» Quelque chose de... pas sain. A-t-il alors répondu, des larmes roulant sur ses joues. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce que j'avais devant moi, ce n'était pas mon oncle Rick. C'était une pâle copie de lui. Quand ma mère et ma sœur sont finalement sorties de l'attraction, je me souviens avoir levé les yeux et vu ma mère l'air joyeux me regarder. Voir mon oncle Rick dans cet état m'avait rendu si triste que moi aussi je pleurais, même si je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que ma mère me crie dessus. Sérieusement ? Toi aussi ? Vous vous moquez de moi ou quoi ? Tu sais combien d'argent j'ai dépensé pour vous emmener ici ? Elle n'avait pas tort. Je me suis ressaisie et j'ai dit « Tu as raison, maman. Allons faire Space Mountain. Tu viens, oncle Rick ?» Je me souviens du regard qu'il m'a donné. C'était un regard de profond chagrin. Je me sentais vraiment coupable alors qu'il se levait lentement du banc. En route vers Space Mountain, nous sommes tombés sur la petite maison dans laquelle Mickey distribuait des autographes et prenait des photos avec les enfants excités. Ma sœur, qui était plus jeune que moi, a supplié ma mère de prendre une photo avec lui. Ma mère a cédé et nous avons marché dans sa direction. Je continuais à regarder par-dessus mon épaule pour garder l'oncle Rick en vue. Plus on s'approchait de la mascotte, et puis il ralentissait. Ma mère et ma sœur faisaient déjà la queue, impatientes de pouvoir prendre une photo avec Mickey. Moi, d'autre part, j'étais quelques mètres plus loin à attendre l'oncle Rick. J'étais un peu en colère contre ma mère de ne pas être plus compréhensive avec son propre frère. Même moi, je pouvais voir que quelque chose n'allait vraiment pas. Quand il est enfin arrivé à mon niveau, j'ai attrapé sa main, et j'ai directement senti qu'elle était incroyablement froide. J'ai poussé un petit cri, et j'ai lâché sa main tellement j'étais choquée. « Oncle Rick, tu vas bien ?» lui ai-je dit d'une voix tremblante. Il m'a juste regardé. Son visage avait changé. On aurait dit qu'il était maintenant à l'article de la mort. J'ai instantanément commencé à pleurer. J'ai couru vers ma mère et je lui ai attrapé le bras. « Maman, on doit vraiment partir maintenant. » Elle m'a lancé un regard exaspéré. « Non, ton oncle va bien, il a juste... » Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et a regardé derrière moi avec un air choqué. J'hésitais à me retourner vu la tête qu'elle faisait. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'ai vu ensuite. En me tournant, j'ai vu mon oncle Rick à peu près 15 mètres. Il regardait la mascotte de Mickey et Mickey le regardait. C'est alors que j'ai remarqué que le corps de Mickey était tourné dans la direction opposée à sa tête. Je ne comprenais pas pourquoi la mascotte ressemblait à ça. Dans un parc où tout est calculé aussi parfaitement, on aurait pensé que quelqu'un aurait prévenu la mascotte qu'il avait mis sa tête à l'envers, non ? C'est à ce moment-là que tout s'est accéléré. D'un coup, la mascotte de Mickey s'est mise à émettre un son assourdissant. On aurait dit qu'un millier de personnes s'étaient mis à crier en même temps. J'ai mis mes mains sur mes oreilles pour essayer d'étouffer le son, mais ça ne servait à rien. Puis d'un coup, aussi soudainement que le cri a commencé, il s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux pour m'assurer que tout était fini, et là j'ai vu le visage de Mickey à seulement 10 cm du mien. Son visage était déformé, et ses yeux étaient devenus complètement noirs. Ses dents de devant elle étaient longues, pointues et aiguisées. Et toutes les autres étaient montées sur plusieurs rangées de gencives sanguinolentes. Sa peau était grise et semblait pourrie et en décomposition. Et là, il a parlé. « Nous sommes juste des marionnettes. Des tests pour ce qu'il a prévu pour vous. » Je ne pouvais pas crier. Je n'arrivais même pas à bouger. Tout ce que j'ai pu faire, c'est regarder la mascotte avancer vers mon oncle Rick à une vitesse incroyable. Et d'un coup, la tête de la mascotte s'est alors soulevée sans qu'il ne la touche. J'ai vu un liquide violâtre et presque noir sortir du costume vide, et il s'est répandu le long de son corps et sur le sol. Mon oncle a crié à la mort alors que le costume vide se penchait vers lui. Je n'ai pas réussi à regarder plus longtemps.
J'ai fermé les yeux. Lauriane, réveille-toi. Je me suis alors réveillée en sueur sur le sol chaud en hurlant. Ma famille et plusieurs employés Disney étaient rassemblés autour de moi. J'ai vu mon oncle Rick me regarder l'air inquiet. Je me suis levée et j'ai attrapé son bras. « S'il te plaît, oncle Rick, on doit y aller. S'il te plaît !» Il a posé sa main sur la mienne et elle était chaude à nouveau. Il m'a dit en souriant que tout allait bien et que je venais de m'évanouir à cause de la chaleur. Je savais que je ne m'étais pas évanouie à cause de ça. Il m'a fallu quelques secondes pour revenir à la réalité. Quand je l'ai fait, j'ai serré mon oncle contre moi comme je ne l'avais jamais fait avant. On m'a emmené dans une zone réservée pour les employés pour me calmer, même si j'allais déjà un peu mieux. Le personnel et ma mère m'ont rassurée et m'ont dit qu'une ambulance allait venir me chercher. Ils allaient m'emmener à l'hôpital et vérifier que tout allait bien. Les ambulanciers sont arrivés alors que j'étais encore un peu dans les vapes. Ils m'ont emmené à l'hôpital le plus proche. On m'a fait des tests qui sont tous revenus normaux. J'avais juste fait une petite insolation d'après eux. Ils ont quand même préféré me garder toute la nuit juste pour ne pas prendre de risques. Le lendemain, j'ai raconté au docteur ce que j'avais vu et il a rigolé en me disant « Tu sais, parfois quand on fait une insolation, on peut imaginer des choses qui n'existent pas. Le plus important, c'est de se souvenir que raconter des histoires comme ça peut faire croire aux gens qu'on est fou. Alors si j'étais toi, je garderais ça pour moi. Tu ne voudrais pas que tes petits camarades se moquent de toi à l'école, n'est-ce pas ?» Après ça, je me suis allongée dans le lit de l'hôpital et j'ai regardé le plafond pendant 2 bonnes heures. J'ai repensé aux événements que j'avais cru s'être déroulés. Mais c'est à ce moment que quelque chose m'est revenu à l'esprit. L'endroit où il m'avait emmené pour m'asseoir après que j'ai soi-disant perdu connaissance était l'une des sorties pour les mascottes et en sortant allongée sur le brancard, j'ai vu un signe qui disait « Attention sol mouillé », juste devant une énorme porte jaune. Et sur le sol, il y avait un liquide violet, le même que j'avais vu sortir du corps de Mickey. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite et j'allais sortir en courant quand ma mère est rentrée dans la pièce. Ses joues étaient trempées de larmes. Je me suis arrêtée d'un coup. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que quelque chose était arrivé à mon oncle Rick. Elle m'a redirigée vers le lit et s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Chaque mot me donnait l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans le cœur. Mon oncle s'était suicidé dans la nuit. Il s'était tiré une balle dans la tête. Il l'a retrouvé le lendemain matin, sa Bible toujours dans la main. Il était mort. Tout le monde allait se demander pourquoi un homme si joyeux, drôle et qui adorait la vie comme il le faisait, avait décidé de faire un acte si désespéré. Mais moi je savais pourquoi. Quelque chose lui était arrivé. Cette mascotte lui avait fait quelque chose que je n'avais pas vu parce que j'avais détourné les yeux. Je n'arrêtais pas de me dire que si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être pu le sauver. Mais ça ne sert plus à rien de penser à ce que j'aurais pu faire. Je ne peux pas vous expliquer avec certitude ce que j'ai vu là-bas. Mais une chose est sûre, Disney nous cache quelque chose. Et ceux qui savent exactement quoi ne restent pas vivants bien longtemps.